E poi vedere la gloria, il paradiso. Michel Viallefond, bonjour. Bonjour Jacques. Vous venez de publier chez Détrade Corsica Enigma. Alors, Corsica Enigma, c'est une narration de multiples fils conducteurs. Ça commence en 887 à Rome, avec les humations du pape corse Formose. Ça continue avec les Templiers, le tombeau du Christ, les rois français pillards en Italie, les secrets de Bonaparte, les richesses surprenantes du curé de Rennes-le-Château, jusqu'à la visite du pape François. Alors, ma question, elle est philosophique. Le temps, pour un auteur comme vous, serait-il linéaire ou cyclique? Ah, c'est une question compliquée pour commencer, mais j'ai quand même le sentiment effectivement que souvent l'histoire se répétant, on serait plutôt sur des histoires de cycles. Même si chaque époque effectivement apporte son lot de surprises ou de nouvelles vérités. La construction de votre ouvrage, du point de vue style et de l'écriture, c'est formidable. Il y a trois styles de messages, trois codes graphiques, une police de caractère élégante, time pour les faits actuels, une italique pour les dialogues, le côté émotionnel, une police sans empattement, très square, très calibré d'ailleurs, ça ressemble à Calibri, pour suggérer peut-être la clarté de l'histoire, alors que l'histoire est compliquée. Alors, ma question, c'est cette narration à plusieurs styles d'écriture, est-ce que c'est fait peut-être pour déclencher les ruptures de pensée et d'ouverture à d'autres dimensions? Effectivement, une des clés de lecture, hein. Moi, ce que je souhaitais, c'est que finalement le lecteur, en s'emparant de l'ouvrage, il voyage. Il voyage dans le temps, et c'est le cas puisqu'effectivement, on a plusieurs époques hein, qui se succèdent dans la narration. Il voyage géographiquement. Et effectivement, bah, pour le coup, même si on reste sur une connotation très européenne et on voyage de Rome à Ajaccio, en passant par Marseille et Paris, entre autres, puisqu'on passe aussi par Rennes-le-Château. Mais je voulais que le lecteur voyage aussi spirituellement, qu'il s'interroge sur certains symboles, qu'il s'interroge effectivement sur certaines vérités, encore une fois, comme je le disais, qui ont égrené au fil des ans. Et au terme des symboles, j'ai notamment effectivement souhaité que dans le sous-titre apparaisse directement cette notion de Saint-Jean qui peut être effectivement une des premières clés de lecture de ce roman. Au niveau des personnages, on va parler un peu des personnages. Alors, Pierre Renucci, héros en quête de mystère sur la Sainte Trinité qui veut cacher un secret, et Sentinelle qui semble vouloir le protéger. Alors, c'est une question un peu humoristique, il y a un maximum de cadavres, et je pose la question, mais que fait donc la police? Alors la police, effectivement, je dirais qu'elle est, que fait-elle? Mais elle est très active. Finalement, je ne veux pas dévoiler l'histoire, mais elle est très active dans ce roman. Et finalement, la police, elle est exercée pas forcément par les forces de l'ordre. C'est aussi effectivement une des clés de lecture quand on connaît bien la Corse. Alors, on va pas déflorer le sujet, mais on a parlé des lieux Paris, Rome, Marseille, Ajaccio. En fait, où se situe l'histoire? Où se situent les complots? Parce qu'il y a des complots. Il y a des complots. Alors les complots, très concrètement, c'est dans les lieux de pouvoir qu'ils se trouvent. Évidemment, effectivement, historiquement, au niveau de Rome, au Vatican. C'est évidemment effectivement la face émergée de l'iceberg. Mais quand je dis des lieux de pouvoir, c'est que finalement, les complots, on voit bien qu'au fil des siècles, ils ont pu effectivement voyager eux aussi bien effectivement au niveau de Versailles au moment du Roi Soleil, que au moment effectivement on va dire de l'Élysée un petit peu plus tard. Mais on voit bien que les complots sont plutôt positionnés là où sont les lots de pouvoir et les lieux d'argent. C'est vrai qu'on parle aussi des Templiers et des Cathares.
Alors on parle aussi des Templiers des Cathares, puisqu'effectivement, finalement, cette quête dans laquelle se lance Pierre Hénouch, elle est beaucoup plus ancienne que la simple, effectivement, enquête qu'il s'apprête, qu'il s'imagine, sur laquelle il s'imagine s'engager au départ. Et finalement, il va tirer, comme on le fait dans une enquête, même policière, il va commencer à tirer des ficelles, et les ficelles, une fois qu'elles vont venir, il va vite voir qu'elles sont accrochées à des mystères beaucoup plus anciens et beaucoup plus ancrés dans l'histoire même de l'humanité. L'ouvrage débute avec une inauguration d'une pyramide à 666 losanges, avec un président de la République, et elle se finit avec le pape François Ajaccio. Est-ce qu'il y aurait une symbolique et une lecture ésotérique en filigrane? Heureusement, elle n'est pas qu'en filigrane, mais effectivement, on commence avec un président François, on termine avec un pape François. Ce qui est surprenant, ou en tout cas, effectivement, ce qui leur est commun à tous les deux, c'est probablement justement cette appétence ou cet amour effectivement de l'ésotérisme, du mystère et finalement, encore une fois, de la face cachée de la réalité à laquelle ils se confrontent. Et c'est vrai qu'effectivement, cette pyramide du Louvre, puisque c'est de celle-ci dont on parle, elle permet de faire un lien aussi avec les pyramides égyptiennes, dont on voit bien qu'elles sont pas très très étrangères non plus au mystère effectivement qui nous concerne. D'ailleurs, on se demande quand Napoléon est allé là-bas, une certaine soirée, on se demande ce qu'il est bien allé faire dans une pyramide. C'est effectivement, et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, dans en tout cas, dans les recherches que j'ai été amené à faire pour écrire ce roman, c'est que finalement, il y a beaucoup de faits, effectivement, qui sont à la portée de chacun d'entre nous, mais qu'ils ont des clés de lecture tellement ancrées, tellement enterrées, qu'aujourd'hui encore, des faits qui paraîtraient comme complètement connus de tous, finalement ne le sont pas tant et ils recèlent encore toute une part de mystère. À vrai dire, effectivement, cette soirée à laquelle vous faites allusion pour Bonaparte, puisqu'à l'époque c'était encore Bonaparte, elle est probablement effectivement fondatrice dans la sphère de conquête qu'il va engager dès qu'il est de retour sur le continent, enfin en France. Mais cette soirée-là, finalement, peu d'auteurs en parlent. Est-ce qu'on a parlé des papes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une relation des papes étonnante avec la Corse. Et je pense que c'est effectivement la plus grande surprise qui a été la mienne finalement quand je me suis attaqué à ces recherches, c'est de découvrir, comme va le faire mon héros, hein, et là je ne déflore pas le sujet, découvrir l'existence finalement de deux papes corses. Le premier étant quasiment effectivement rayé de l'histoire de la papauté, et il m'a fallu aller à Rome pour effectivement avoir trouvé les traces de son existence. Et je laisserai le lecteur effectivement découvrir ce qui lui est arrivé d'extraordinaire à ce pape. Le deuxième, quant à lui, il s'est caché de rien puisqu'il a érigé en plein cœur de la place Saint-Pierre un obélisque qui s'y trouve encore aujourd'hui. Et quand on y réfléchit, on se dit que quand même un symbole égyptien en plein cœur de la papauté, ça interpelle. Et effectivement, donc le pape François, quand il est venu en Corse, je ne doute pas une seule seconde qu'il savait qu'il avait eu des prédécesseurs insulaires et que aujourd'hui, peu de personnes encore le savent. Eh ben, on va pas déflorer le sujet parce que votre ouvrage est passionnant. Il est une narration qui nous fait sauter d'un siècle à l'autre, d'une énigme à l'autre. On va absolument pas parler et dévoiler, mais on peut dire que c'est l'ouvrage de l'été à lire parce qu'il est passionnant. Merci, Michel.